goût. Et du coup, on va faire un petit déjeuner à l'école. Donc normalement, vous n'avez pas dû déjeuner ce matin. Normalement. C'est une première, ce petit déjeuner tous ensemble. Cette année, Déborah Guillen a 14 élèves au lieu des 24 habituels. C'est un CP dédoublé. C'est vraiment depuis qu'on a des classes dédoublées qu'on se permet d'avoir des temps comme ça, des moments de partage, des moments collectifs où on favorise le langage, de découvrir plein de choses. C'est la seconde année qu'Héloïse et ses copains de classe sont en petits effectifs. Ici, le dédoublement commence en grande section de maternelle. Déjà, elle lit mieux. Au niveau des sons, c'est mieux. Donc, puis ça va mieux. Depuis l'année dernière, les enfants étaient en classe dédoublée, en petits effectifs. Et on remarque avec les collègues de CP vraiment une différence dans la mesure où ils ont eu l'habitude de travailler en petits groupes. Donc ils ont l'habitude d'aller sur les bancs, d'être calmes, d'aller à leur place. C'est beaucoup plus calme. Et puis aussi, on est rentré plus vite dans la phonologie. On voit qu'il y a d'énormes progrès qui ont été faits au niveau des sons. Ils sont rentrés beaucoup plus vite dans la lecture que les autres années. Ces enfants sont scolarisés dans le quartier des Fougères de Grand Charmont, en zone d'éducation prioritaire. C'est pour cela que les classes de grande section de maternelle, de CP et de CE1 sont dédoublées. Une mesure mise en place progressivement en France depuis 2017 pour réduire les inégalités sociales entre élèves. Quand tout le monde est là, Amir, on est 12. Combien d'enfants il manque? 2. 2. Donc il y a 2 enfants en moins. Alors 12 moins 2, ça fait 10. Eh oui, 10. C'est très confortable parce que il y a moins de bruit, il y a moins de stress. On travaille plus pour chaque enfant. On arrive à individualiser et comprendre où, dans les acquisitions, où en sont chacun. Et on est très proche des enfants et on est toujours... on constate un problème, on est tout de suite dans la remédiation. En fait. On améliore et on ajuste notre enseignement à chaque enfant tout le temps. En fait. C, D, E, F, T, Q, R. Yes. Bravo, super. Pour les parents d'Alia et de sa grande sœur Anna, c'est une chance que leur fille bénéficie des classes à petits effectifs. À Grand Charmont, la carte scolaire relie le quartier des Fougères à un secteur plus résidentiel. Ah, tu me montres ce que tu as fait? Anna, l'aînée des filles, a elle aussi été en classe dédoublée en CP et CE1. Le fait d'avoir été dans une classe à effectif à 12, ça lui a vraiment permis en fait d'un peu de se libérer, être un peu plus en confiance et de pouvoir s'exprimer plus facilement. Parce qu'elle n'était pas du tout comme ça, donc c'est beaucoup plus flagrant pour Anna que pour Alia qui a déjà un tempérament de base qui est un petit peu plus à l'aise. Et je veux dire que l'évolution, elle est flagrante. Hein. C'est impressionnant. Et positivement, j'entends. Au quartier des Fougères, il y a beaucoup de familles en difficulté. En 2022, le taux de pauvreté était de 40%. C'est des familles où il y a peu de formation, un revenu médian qui est très bas, beaucoup d'habitat social aussi, il y a peu de propriétaires sur le quartier. Bonjour. Il y a beaucoup de familles monoparentales. On sait que sur le quartier, il y a plus de 30% de familles monoparentales. Il y a aussi un accès à la formation pour des jeunes adultes qui est plus faible qu'ailleurs. Bonjour. Bonjour. C'est gentil de descendre, du coup. On parle un peu de l'école dans le quartier, vous voyez. C'est chouette. On parlait de quoi? David Loiseau est l'enseignant chargé de coordonner les actions pour le réseau d'éducation prioritaire. Le REP, c'est avant tout un réseau qui met en lien les projets au collège de Sochaux, dans les écoles et les maternelles de ce secteur. Qui dit réseau dit en fait l'importance dans l'éducation, que ce ne soit pas des mesures ponctuelles de 6 mois, d'1 an. On parle souvent de pédagogie dans l'école, donc il y a une cohérence entre ce qui se passe à la maternelle et ce qui se passe dans les écoles, mais il faut aussi une cohérence éducative, que les enfants ils comprennent ce qu'ils font à l'école et qu'ils y mettent du sens. Nous voilà au CP, la classe des fondamentaux, savoir lire, écrire et compter. 6 plus 0. Ok, vendu. Allez, tu l'écris en mathématiques et moi je te les resépare. Mariam, ça va pour toi ?
Pour répondre aux questions, les enfants utilisent la méthode qui leur convient le mieux. Cet enseignement différencié, c'est la base de la pédagogie dans toutes les écoles, à 30, 24 ou 12 élèves. C'est seulement la seconde année que David Loiseau enseigne à un petit groupe. À 24, on finit aussi des fois sur les retules, juste dire on a maintenu le cadre. Les enfants étaient respectueux, on les a mis au travail. Là, j'ai pu dépasser ce stade-là de me dire il faut qu'ils soient attentifs. Je savais qu'ils étaient attentifs et je savais quels étaient les freins qu'ils avaient pour ne pas être attentifs. Donc j'ai vraiment eu ce sentiment-là. J'ai eu le sentiment aussi du coup d'être allé plus loin et d'avoir pu permettre à des élèves, dans un groupe de 24, peut-être qu'ils seraient passés pas inaperçus, mais j'aurais pas pu adapter autant. Et là, du coup, j'ai dit non, on les prend en main, on se pose le temps. J'ai pu rencontrer les parents, faire les points avec eux, et il y a beaucoup de choses qui ont pu se débloquer avec certains parents qui, au début, étaient réfractaires pour certaines aides, et progressivement, on prenait le temps de le faire. Cette disponibilité, cette attention accrue des enseignants, c'est ce qu'apprécient les mères de famille que nous avons rencontrées. L'enseignant voit les difficultés qu'a mon fils parce qu'il est en situation de handicap. Il est en chaise roulante, il a beaucoup de rendez-vous sur Nancy. Et effectivement, mon fils a beaucoup de retard et l'enseignant le voit directement quand ils sont effectivement moins d'élèves et il rattrape son retard. Je ne veux pas dire qu'il a tout appris plus vite, mais je trouve que les bases de lecture, en tout cas les bases de CP-CE1, sont plus consolidées. C'est mieux acquis. Il avait des difficultés et le professeur, il a su les détecter rapidement. Et donc, il a choisi un groupe d'élèves, je crois qu'ils étaient 4 ou 5, à participer à ces APC donc après l'école pour travailler sur leurs manquements, sur leurs points faibles. Parce que les enfants, ils ne sont pas tous égaux face à l'apprentissage. Mais aujourd'hui, voilà, il ne fait plus partie des élèves qui sont en APC. À Grand Charmont, enseignants et parents d'élèves tirent un bilan positif de ces classes dédoublées. Une mesure destinée à favoriser l'égalité des chances. Mais est-ce vraiment le cas? Pour le savoir, l'Éducation nationale fait des évaluations à chaque rentrée scolaire. Ce jour-là, les enseignants, justement, analysaient les résultats de leur école. On est, pour certains items, assez proche de ce qui est attendu, enfin, de ce qui a été produit dans la CIRCO. Donc, je n'ai pas les résultats nationaux encore. Et puis d'autres où on est un petit peu plus éloigné. Et voici le détail des résultats en France pour 2 des compétences évaluées au début du CE1. En réseau d'éducation prioritaire, entre 2018 et 2022, il y a plus d'enfants qui réussissent l'exercice comprendre un texte lu seul. Mais quand on compare avec les autres écoles, les inégalités sociales ne diminuent pas. Même constat pour l'exercice de calcul mental. Pour tenter de réduire cet écart, d'autres actions sont mises en place dans les réseaux d'éducation prioritaire. À la sortie de l'école, des enfants ne rentrent pas directement chez eux. Ils font leurs devoirs et plein d'autres activités grâce au contrat local d'accompagnement à la scolarité. Là aussi, on se rend compte de l'impact des classes dédoublées. On peut le remarquer parce qu'on a parfois des élèves qui sont dans la même classe mais qui n'auront pas tout à fait les mêmes devoirs. Et c'est vraiment important qu'il y ait cet accompagnement pour les enfants qui ne rentrent pas directement chez eux, pour ces enfants-là. Alors oui, c'est une façon d'établir une égalité des chances de réussir et de s'intéresser à l'école. On essaye de lutter contre les inégalités sociales, donc c'est en ça que c'est utile que les enfants puissent profiter du dispositif s'ils en ont besoin, même s'ils font partie de classes avec des petits effectifs. Depuis la mise en place des classes dédoublées en 2017, le budget national des réseaux d'éducation prioritaire a augmenté de 50%. Quant au budget de l'éducation nationale, il est lui aussi en constante progression. En 2023, 13 millions d'euros sont consacrés à la poursuite du dédoublement des classes. Ces moyens-là, ce n'est pas du gâchis, ce n'est pas de l'argent que les gens jettent par la fenêtre. Il y a ce besoin-là parce que les défis sont immenses. Les besoins sont grands et l'écart avec l'école est beaucoup plus fort. Malgré ces moyens, la France ne parvient pas à diminuer l'impact des origines sociales sur la réussite scolaire. C'est ce que souligne le rapport PISA, une enquête internationale sur les résultats scolaires des élèves de 15 ans. C'est vrai que
aller jusqu'à 16 élèves, partout à 16 élèves, ce serait vraiment très bien. En Norvège, Suède, au Québec aussi, ils ont des classes à 14 élèves. Ils sont 2 enseignants par classe. Donc c'est sûr que les résultats PISA sont nettement meilleurs qu'en France. Mais il y a plus de moyens développés et moins d'élèves. Dans cette classe de CM2 de l'école Janet, il n'y a plus de dédoublement. Ils sont 21. Cette mesure s'arrête à la fin du CE1. À la prochaine rentrée scolaire, dans les réseaux d'éducation prioritaire en France, toutes les classes de grande section de maternelle, de CP et de CE1 devraient avoir en moyenne 12 élèves. Ailleurs, le plafond sera toujours fixé à 24 enfants.